C'est le printemps, la douceur est de retour et avec elle, l'envie de semer, de planter, d'aménager et de jardiner. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, Rustica Mag fête sa 20e émission. Vous êtes très nombreux à nous regarder. Merci pour votre fidélité. Voici donc un nouveau numéro. En effet, cette semaine, le 20 mars très exactement, nous fêterons le printemps. On quitte l'hiver, une saison traditionnellement calme au jardin, pour entrer dans l'une des périodes les plus actives du monde du jardin. Alors, petit rappel des travaux de saison. Au verger, la plantation, les fertilisations et la taille des arbres fruitiers doivent être terminées. Au jardin d'ornement, la taille des arbustes à floraison estivale ainsi que les fertilisations et les plantations s'achèvent. La plantation des arbustes à racines nues et en motte. Pour les containers, vous avez encore jusqu'à la fin mai pour le faire. Quant au potager, reportez-vous au cahier central du Rustica de cette semaine, le bien nommé « Ma semaine au jardin » pour ne rien oublier de ce qu'il faut faire au potager. Et croyez-moi, il y a du travail. Le dossier de ce même numéro dévoile toujours au potager les solutions pour limiter l'entretien de vos cultures, les gestes et les astuces qui permettent de gagner du temps sans pour autant délaisser vos légumes. Mais avant de les entretenir, il faut les planter. Voyons cela avec Hubert Fontaine. Si au mois de mars, on est toujours tributaire du temps à cause de ces fameuses giboulées, il y a certains légumes qui ne craignent absolument pas le froid. C'est le cas de tout ce qui est bulbe. Alors les oignons de couleur, les oignons rouges, les oignons blancs, les jaunes de vertu, les fameux oignons de Mulhouse, tout ce qui concerne les échalotes se plante au mois de mars et on plante l'ail de printemps, l'ail rose. Au mois de mars, on peut déjà tenter quelques pots de pommes de terre. Alors pour ça, on va utiliser des pommes de terre germées, des variétés hâtives, des 60-70 jours, citons quelques exemples, la Belle de Fontenay ou la Syrtema. Mais si on veut accélérer la production et les protéger contre le gel, il est impératif de les protéger sous un abri. Au mois de mars, c'est la grande période des plantations de griffes d'asperges. Des griffes d'asperges que vous retrouvez près des plants de pommes de terre dans les jardineries. Profitez aussi du mois de mars pour planter les tubercules de topinambour et de crône. Si vous voulez profiter de salades croquantes et craquantes au mois de mai, il faut impérativement planter les laitues à partir du mois de mars sous un voile d'hivernage. Il n'est pas trop tard pour apprécier des fraises cet été, il suffit de planter des fraisiers. Maintenant, ils sont prêts en godet dans les jardineries. Voilà, c'était les principaux légumes à planter au mois de mars, des légumes qui sont capables de tenir lorsque les températures sont fraîches aux alentours de 0 degré. Mais malgré des températures encore basses, d'autres légumes se sèment à cette époque en pépinière. Alors Hubert, quels sont-ils? On sème en pépinière des légumes qui se repiquent, comme les choux rouges, les choux-fleurs, les choux cabus, les poireaux, les laitues, la laitue Batavia, les laitues paumées, les laitues 4 saisons, et puis on va faire une exception sur des betteraves rouges qu'on peut aussi repiquer, et pour les radis. Alors les radis vont nous servir justement entre les rayons de pouvoir laisser de la place à tous ces légumes. Pour tracer mes rayons, je vais utiliser un gabarit. Ici, il s'agit d'une plinthe en bois qui fait 8 cm de large, ce qui me permet de faire des rayons tous les 10 cm, puisqu'on va l'écarter légèrement. Ça permet aussi de tasser entre les rayons. Et nous sommes partis jusqu'au bout. L'astuce proposée par Hubert consiste à semer entre les lignes de salade et de navets un rang de radis par exemple, qui poussant plus vite va forcément être récolté plus tôt, libérant ainsi de la place aux autres légumes à croissance plus lente. Retrouvons à présent la rubrique 5 secrets qui vous révèle tous les mois les secrets de culture d'une plante. À tour de rôle, les membres de la rédaction de Rustica vous confient leurs secrets et ce mois-ci, c'est Martine Gérardin, directrice des rédactions, qui vous dévoile ses petits secrets pour réussir la pivoine. Cinq secrets pour réussir la pivoine de Chine. Creusez une large fosse de 50 cm de profondeur dans un espace dégagé, bien ensoleillé et sans courant d'air. Versez au fond du gravier ou du sable si le terrain est lourd. Apportez de l'engrais organique, fumier composté, sang desséché ou corne broyée
et mélangez-le à la terre extraite. Ajoutez du terreau de feuilles pour alléger le mélange si la terre est argileuse. Sortez délicatement la pivoine du pot ou du conteneur et installez-la dans la fosse. Rebouchez sans trop tasser et en veillant à ce que les bourgeons ne soient pas enterrés profondément. 2 à 3 cm de terre suffisent pour les recouvrir. Arrosez bien après la plantation et régulièrement la première année. Ensuite, n'arrosez qu'en période sèche et avant la floraison. Installez un tuteur pour étayer la plante au cours de son développement. Enfouissez de l'engrais organique autour du pied à l'automne à l'aide d'un croc ou d'une griffe. Épandez également une couche de paillis, de compost ou de terreau peu épaisse. Concernant la pivoine, sachez qu'elle peut mettre plusieurs années avant de se décider à fleurir. Elle est comme ça, un petit peu capricieuse. Soyez donc patient si vous avez planté un pied ou si les sujets que vous avez dans votre jardin n'ont pas encore porté de fleurs. Et surtout, une fois installées, si elles fleurissent, ne les déplacez pas. Les pivoines n'aiment pas changer de place, cela les contrarie. Avec tout ce travail en perspective, pensez à vous ménager des pauses et surtout à vous aménager un coin repos dans votre jardin. Du simple banc installé au détour d'une allée à la banquette noyée dans un nid de verdure, quelques principes sont à appliquer pour créer une aire de repos selon l'atmosphère que vous recherchez. Alors posons-nous un moment et écoutons. Après un travail acharné au jardin, le jardinier a besoin de quelques instants de répit, des moments de repos. Et pour cela, il y a un accessoire indispensable, le banc. Mais encore faut-il bien choisir son emplacement. Alors tout d'abord, choisissez un endroit desservi par un passage, de telle sorte que vous puissiez accéder à votre banc. Installez-le légèrement en retrait de ce sentier. Et puis nichez-le au cœur d'une végétation luxuriante. Ici, ce banc borde un bassin pour profiter du bruissement de l'eau. Mais lors de votre pause au jardin, vous aurez peut-être envie de retrouver un peu d'intimité, de vous isoler du reste du monde. Vous allez donc opter pour cette solution. Le banc est ici installé sur une petite placette qui délimite l'aire de repos. Vous allez ensuite l'adosser contre un mur ou une haie de thuya qui va renforcer ce sentiment d'intimité. Mais surtout, vous allez l'envelopper de végétation, comme cette glycine en feuilles, ou cette hortensia, la variété Annabelle, dont les pommes blanches deviennent verdâtres à maturité. Vous allez ainsi, en vous plaçant à l'ombre, transformer votre banc en un véritable petit cocon de verdure. Et pourquoi ne pas vous orienter vers un style classique, très classique, en choisissant un banc dont le bois a été patiné par le temps, en l'enveloppant d'arceaux métalliques portant des guirlandes de feuilles, et en l'appuyant contre une haie soigneusement taillée, bordée par des panneaux de rondins de bouleau. Et pour renforcer l'esprit classique, jouez sur la symétrie, en plantant de chaque côté de votre ouvrage 2 ifs colonnaires, émergeant de fusains à feuillage panaché, bordés par 2 potées de bégonias tubéreux. C'est tout bonnement royal. Et surtout, placez votre banc bien dans un axe afin de profiter au maximum de la perspective de votre jardin. Dans Rustica Mag, nous avons parlé à plusieurs reprises des poules et des abeilles. Dans nos reportages, nous apercevons parfois des oies, des moutons ou des vaches. Et puis il y a bien sûr la mascotte de l'émission. Voici donc une espèce courageuse et attachante dont on utilise la force pour effectuer des tâches non pas ingrates mais laborieuses et remplacer avantageusement le motoculteur. Dans son activité de maraîcher, Richard Capitaine a recours à l'âne pour travailler la terre tout en douceur. Pour des petites surfaces, la traction animale remplace utilement le motoculteur ou le tracteur. Installé à Cravant, dans les Yvelines, Richard Capitaine a adopté 2 équidés. La traction animale, ça a des gros atouts en fait pour ne pas retasser le sol. En début de saison, quand le sol est encore bien humide, ça permet d'ouvrir le sol, de lui faire prendre le soleil, sans avoir l'inconvénient de tasser le sol comme on le ferait avec un tracteur ou un gros motoculteur. Alors on va utiliser une cassine qui est un porte-outils. Sur cette cassine viennent se fixer à l'arrière différents outils, tels que la dent sous-soleuse,
le trisoc, c'est-à-dire 3 dents qui vont assez profond également, qui ameublissent la terre. Là, nous allons semer des haricots cobra, et ensuite des radis sous serre. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une structure en fait de sol, une structure qui a la structure de la semoule et qui a l'humidité de l'humus en forêt. Et pareil, quelque chose de souple et d'aéré. Alors pour tirer, nous avons un collier qui prend appui sur l'épaule en fait de l'âne. Sur ce collier va venir s'accrocher les traits de chaque côté de l'âne. Le trait vient s'accrocher sur le palonnier et c'est sur ce palonnier que va venir s'accrocher l'outil. Et pour ce qui est de guider, on a la longue graine qui vient s'accrocher sur le mors. Bien veiller aux pieds, notamment l'hiver dans des régions comme la nôtre qui est plutôt humide. Moi je mets du goudron sous les pieds pour éviter que ça soit trop mou et qu'il y ait des champignons et des infections. Donc l'intérêt de l'âne par rapport au cheval, c'est qu'il est beaucoup plus calme. L'allure naturelle de l'âne, c'est l'allure de l'homme, c'est 4 à 5 km/h. Alors qu'un cheval, on doit pratiquement le freiner pour pas qu'il développe trop sa puissance et donc qu'il nous emmène, qu'il aille trop vite. C'est quand même un travail qui est assez dur. Donc il faut des ânes avec des bons aplombs, pas des membres trop fins. Donc là, on a une race contentine et un normand. Mais ce qui est important, c'est surtout en fait leurs pieds, leur ossature. Il y a également les ânes de Provence qui sont plus bas, mais qui ont une grosse ossature aussi qui conviendrait bien pour le maraîchage. La traction animale facilite le travail dans les espaces étroits. Elle favorise aussi la culture sur butte. Il est préférable d'élever 2 ânes car ils n'aiment pas la solitude. On en aurait de la place ici pour accueillir un âne et au moins avec toi, il ne risquerait pas de s'ennuyer. Si vous aussi souhaitez accueillir un âne, le magazine de la semaine prochaine en a fait le sujet de sa rubrique Petit élevage. Dans ce même numéro, Rustica a consacré un dossier complet aux potées fleuries. Alors même si dans certaines régions, il est un petit peu tôt pour planter vos jardinières, rien ne vous empêche de choisir vos contenants, de préparer les substrats et de sélectionner les plantes qui fleuriront vos rebords de fenêtres, vos balcons et vos terrasses. La rédaction de Rustica a consulté les meilleurs spécialistes en la matière, horticulteurs, paysagistes et jardiniers, afin de réunir leurs astuces et leurs gestes essentiels pour que vous puissiez réussir vos compositions d'été, et ce tant sur le plan technique qu'esthétique. Toutefois, ne vous pressez pas pour les installer dehors, car la prudence est encore de mise. En effet, jusqu'à la mi-mai, il y a des risques de gelée blanche. Mais en attendant, direction le potager pour planter et semer les premiers légumes qui, eux, au moins, ne sont pas frileux. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Allez, viens, on y va. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.